Que la nuit est belle, et cette douce froideur de l'hiver mordant pour le commun des mortels, mais pas pour moi. Même la neige s'est invitée à la fête. Les flocons ont commencé à tomber, il y a 10 minutes à peine. C'est le décor parfait pour l'acte final qui se jouera cette nuit. Et je vois déjà le tableau d'ici. Un corps sans vie, sur le sol froid, son sang qui se mélange à la neige, une rose noire posée à côté de lui, et moi, tenant son cœur encore chaud dans ma main, prêt à le dévorer. Oh oui, c'est vraiment le tableau parfait. Il ne manque plus qu'une seule chose pour mettre la scène en place, l'appât. Et j'avoue que je suis impatient qu'elle arrive. Et en même temps, j'ai cette étrange impression qu'elle est en retard. Ou bien, c'est peut-être l'idée que je suis à 2 doigts de mon repas qui me le fait penser. Mais très bientôt, la voilà qui arrive. Vu que sa musique se met à dominer toutes les autres, au point d'être la seule que j'entends. Elle marche en ma direction et entre dans la ruelle. Je l'attends et la regarde et lui dis « Eh bien, vous êtes en retard. D'habitude, vous êtes plus ponctuel. » Excusez-moi, mais c'était la folie dans les transports et... Je ne veux pas entendre vos excuses. Le temps nous est précieux, surtout le mien. Alors la prochaine fois, prenez vos précautions. Elle baisse la tête lentement, comme un enfant qui vient de se faire gronder. Je suis comme étrangement compatissant en la voyant agir ainsi. Et plus calmement, je lui dis « Écoutez, l'important c'est que vous soyez là, et une fois que vous aurez accompli votre tâche, vous serez débarrassé de moi après tout. » Elle relève la tête et me dit oui avec celle-ci. Pourtant, j'ai une étrange sensation. Je ne sais pas si c'est son regard ou encore le fait qu'elle se frotte les mains comme si elle était nerveuse ou me cachait quelque chose. Et j'avoue que ça me tracasse. Non pas parce que ça m'intéresse, mais si elle n'est pas concentrée sur ce que l'on va faire, elle risque de commettre une erreur. Et moi aussi, par effet de ricochet. Alors, il faut que je lui délie la langue, pour que son esprit ne soit plus focalisé sur ce problème qui la hante, et enfin qu'elle puisse faire ce pourquoi je l'ai convoquée ce soir. Je vous sens tendu. Avez-vous quelques craintes au sujet de mon plan ? Quoi ? Non, bien sûr que non. Je sais très bien que vous serez toujours là à me suivre, même si je ne vous verrai pas. Mais... Dis-moi ce que tu as sur le cœur pour qu'il soit si lourd et qu'il te distrait de la tâche que tu dois accomplir cette nuit. Elle prend une grande inspiration et me dit « Pourquoi êtes-vous devenu ainsi ? Pourquoi avoir choisi d'être un monstre et avoir renié votre humanité ? » J'avoue que je ne m'y attendais pas. Je reste muet un moment, déjà par cette question, mais aussi par la dose de courage qu'elle a dû avoir pour me la poser. Mais je me reprends très vite et calmement je lui dis « Que veux-tu dire par là ? » Vous n'avez pas toujours été comme ça, je me trompe. Avant, vous étiez comme moi, humain. Et vous aviez même un nom, Andrew Maxwell. Arrête. Vous étiez promis un grand avenir. Vous étiez étudiant à la Juilliard School et tout le monde disait que vous étiez un grand musicien et un compositeur de talent. Attention, tu commences à aller trop loin. Pourquoi avoir tant changé ? Pourquoi avoir choisi d'être ça aujourd'hui, alors que vous étiez si différent avant ? Je t'ai dit d'arrêter. Vous souvenez-vous de ce que vous étiez avant ? Reste-t-il un peu de l'humanité d'Andrew Maxwell ? Vous ne souhaitez pas... J'ai dit ça suffit ! Je m'avance vers elle, au point qu'elle se retrouve contre le mur de la ruelle et se recroqueville sur elle-même. Moi, je la domine de toute ma hauteur. Ma respiration est forte et je lui dis « Reste-t-il un peu de mon humanité ? Crois-tu que j'ai envie d'être comme ces personnes-là ?» Je pointe les passants qui passent le long du trottoir et qui, malgré l'altercation qui se passe sous leurs yeux, ne bougent même pas le petit doigt. Et je reprends. Regarde-les bien. Malgré ce qui se passe, ils ne bougent pas ou ne veulent pas bouger le petit doigt.
car ils n'ont que faire de l'existence des autres. Seule la leur compte. L'humanité est méprisable, et crois-moi, j'en ai vu des choses. Comme par exemple des personnes à Paris qui enjambent des SDF endormis, allongés sur le trottoir. Ou encore tournent le dos aux gens qui souffrent, car c'est plus facile pour eux. Quant à moi, crois-tu que les gens que j'ai aidés m'ont rendu l'appareil quand j'avais besoin d'eux? Ou encore m'ont-ils remercié pour l'aide que je leur fournissais? Loin de là. Ils ont même tenté de me mettre des bâtons dans les roues quand ils en ont eu l'occasion. Tu sais quoi? Même un a voulu refermer le clapet du piano sur mes doigts pour espérer me les casser. Heureusement pour moi, j'avais de très bons réflexes. Quant à mon grand avenir, comme tu le penses, on me l'a imposé de force, sans que j'aie eu mon mot à dire. Je n'avais même pas le droit de choisir ce qui était bon pour moi. Alors, reste-t-il un peu de mon humanité, ou encore reste-t-il un peu d'Andrew Maxwell? Non, il ne reste plus rien. Et je suis satisfait aujourd'hui que la personne qui se dresse devant toi est Rose Noire, et non Andrew Maxwell, car il est mort. Mes mains se décollent lentement du mur, puis je m'écarte un peu d'elle, et tout en faisant un geste de la main pour lui montrer la rue principale, je lui dis « Maintenant, vous allez faire ce qui vous a amené ici, c'est-à-dire servir d'appât pour me nourrir. » Elle sort de la ruelle légèrement apeurée et en même temps triste de ce que je viens de lui dire. Je ressens comme un sentiment étrange de peine et de compassion à son égard. Mais bon sang, mais que m'arrive-t-il? Je suis attendri par les mots que m'a dit le Slenderman. Je dois rester concentré sur mon objectif. Cela fait maintenant 2 heures qu'elle se promène et toujours rien. Elle a beau faire des allers et retours, ma proie ne mord pas à l'hameçon. Et pourtant, ce n'est pas comme si elle faisait preuve d'aucune imagination. J'ai bien peur que ce ne soit pas pour ce soir. Dommage. Il va falloir peut-être que je change mon plan B en plan A. Et alors que j'allais la faire revenir, je perçois quelque chose. C'est d'abord léger, comme un murmure. Puis ça prend de l'ampleur. Ça se colle d'abord à sa musique, mais très vite ça l'absorbe. C'est une musique sombre, comme j'en ai rarement entendu auparavant. Mais ça veut dire aussi une chose. Il est là! Tu en as mis du temps, mais tu es là. Je commence à vouloir activer le signe pour la faire revenir à moi, mais je remarque très vite une chose. Je ne sais comment, mais elle l'a senti aussi, et je la vois improviser. Je pourrais penser qu'elle fait ça car elle n'a pas confiance en moi, ou par peur de lui, mais non, ça n'a rien à voir. Elle est sûre d'elle, je dirais même qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle se faufile parmi les passants, tourne à droite, à gauche, et au bout de 20 minutes de ce petit jeu, elle se glisse dans une ruelle. Elle fait ça assez lentement pour qu'il la voie, et fait de même. Mon corps commence à frémir, et je les suis à mon tour. Elle s'enfonce de plus en plus dans la ruelle, jusqu'à ce que les passants ne soient plus capables de les voir. Et à ce moment-là, elle se tourne et lui fait face. C'est parfait. Cela me permet d'entrer en scène. Et comme à mon habitude, j'aime les entrées théâtrales. Je saute de l'immeuble où je me trouve et atterris derrière lui, ma faux à la main. Il se retourne. En temps normal, les humains restent tétanisés en me voyant. Mais pas lui. Il utilise un couteau qu'il avait à la main. J'évite son coup sans problème. Là, mon corps bouillonne. Je ressens comme des milliers de petits chocs électriques qui parcourent mes muscles. Je m'élance à mon tour. Sa lame entaille le vent. Chaque coup qu'il tente de me porter ne me touche pas. Je m'amuse avec lui comme un chat jouerait avec une souris. Ce petit jeu, bien que très divertissant, commence vite à me lasser. Je le prends à la gorge et le soulève. Je le jette contre le mur, puis recommence de nouveau en le jetant sur l'autre. Je veux qu'il soit sonné. Pas assez pour être KO, mais juste ce qu'il faut pour qu'il soit hors de combat. Je veux qu'il soit encore conscient et qu'il ressente la douleur quand je lui prendrai son cœur. Je m'approche doucement de lui.
Le moment est venu, enfin. Après des jours, je vais pouvoir prendre ce que je convoite. Mais alors que ma main se tend pour achever le travail, je sens quelque chose qui frôle mon oreille. Et une voix se fait entendre. Je me retourne très vite et je vois 5 personnes qui me tiennent en joue avec leur revolver. Je vois 4 policiers et... Oh, une vieille connaissance. Je comprends alors très vite que je suis tombé dans un piège et que comme moi qui me suis servi de cette femme pour faire venir ma proie dans mes griffes, ils ont fait de même pour me retrouver et me tomber dessus. De plus, pour augmenter mon agacement, j'entends des bruits de pas qui me fait bien comprendre que ma proie s'est échappée. J'étais si près du but et maintenant je n'ai plus rien. Je vais devoir tout reprendre de zéro. Je ressens un besoin de passer mes nerfs sur quelqu'un et ces 5 personnes feront très bien l'affaire. Je leur fonce dessus et ils tirent, mais j'évite leurs balles. Mais à peine ce geste fait que je comprends mon erreur. Je tourne ma tête et ce que je craignais est arrivé. La jeune femme me regarde et son expression est un mélange de surprise et de terreur. Sa robe commence à se teindre de son sang. Sans même réfléchir, je fais demi-tour, la prends dans mes bras et d'un bond prodigieux, je me retrouve sur le toit d'un immeuble et m'enfuis. Je cours et passe d'un immeuble à l'autre. Et ma première pensée est bien sûr de l'emmener à l'hôpital. Mais très vite, je chasse cette idée de mon esprit. C'est beaucoup trop risqué. Pour elle comme pour moi. Il se poserait beaucoup trop de questions. Alors, je ne vois qu'une seule possibilité. Je dois l'amener chez moi là-bas. Anne pourra la soigner. Donc, je fais demi-tour et prends la direction de la forêt pour me rendre au manoir.